Et si tu préfères le micro libre. Ah, pardon. Non, pas de souci. Bon, bonjour à tous. Donc, d'abord, je vais me présenter rapidement pour que vous sachiez un peu qui vous parle. Ça sera plus sympa, puis ça laisse le temps de se réveiller un peu. Je suis Antoine Hérédian, je suis cofondateur d'une startup qui s'appelle Blockchain France, qui réalise de l'accompagnement d'entreprises et d'institutions sur l'exploration et la mise en place de technologies blockchain. Juste pour voir un peu ce qu'on a fait jusqu'à présent. 2015, c'était surtout de la sensibilisation grand public, notamment à travers notre site web blockchainfrance.net, que je vous invite à consulter si vous avez encore des idées, des questions, etc. Il y a pas mal de contenu là-dessus. Et 2016-2017, on a surtout bossé avec pas mal d'entreprises, dont un certain nombre de grands comptes qui nous ont fait confiance pour mettre en place de la techno. Donc c'est toujours agréable. Je voulais aussi vous parler en introduction, juste pour vous situer le cadre de mon intervention. On va dire trois choses qui sont un peu notre façon d'aborder la techno. Il y en a d'autres qui sont tout aussi valables. Premier, c'est réaliste, c'est-à-dire que je ne suis pas là en blockchain évangéliste. Je ne vais pas vous expliquer que d'ici 24 heures, la blockchain va changer le monde et remplacer tous les métiers. C'est un point de vue, quoi. Pragmatisme, c'est-à-dire que j'ai pas de préférence personnelle pour l'une ou l'autre des technos et des applicatifs, donc je vais vous faire une espèce de panorama, et puis derrière, dans la discussion, si vous voulez, je pourrais vous donner un avis un peu plus subjectif, mais voilà, je vais essayer de rester un peu macro là-dessus. Et multidimensionnel, c'est-à-dire que je vais pas vous parler que de business, pas vous parler que de technique, pas de juridique. Je vais essayer de faire un petit mix parce que je pense qu'on comprend rien à la techno si on fait pas un tout petit peu de la partie tech et qu'on fait pas aussi la partie business. Voilà, ça c'est un peu l'intervention. Euh, Pourquoi la blockchain? Alors là c'est un petit peu sombre, vous voyez pas, mais vous connaissez peut-être Imogen Heap, qui est donc une chanteuse britannique. Elle est assez connue dans l'écosystème parce qu'il y a un an, elle a déclaré que désormais, c'est un peu le teaser de ma présentation, elle allait gérer tous ses droits d'auteur via blockchain, c'est-à-dire sans passer par les systèmes habituels de syndicats, de droits d'auteur, etc. Elle passe pour ça sur une plateforme qui s'appelle Ujo Music. Donc l'objectif de cette présentation, c'est qu'aussi à la fin, vous soyez capable de comprendre est-ce que ça peut vraiment faire ça et pourquoi et comment. Mais pour ça, il va d'abord falloir voir un peu comment ça marche. Pour revenir rapidement sur ce qu'est la blockchain, pour vous situer un peu, blockchain c'est né formellement avec Bitcoin, donc c'est on va dire début 2009, théoriquement fin 2008. L'idée c'est quoi? C'est que si vous achetez un café aujourd'hui, pour refaire le truc classique, si vous achetez un café aujourd'hui dans un magasin, vous avez deux façons de payer. Vous payez soit par un intermédiaire, carte bleue, chèque, etc. Soit vous payez direct, main dans la main, cash, ce qu'on appelle le pair à pair. Si vous achetez le même café ou un meuble ou n'importe quoi en ligne, vous n'avez qu'une seule façon de le faire, a priori, c'est de payer via un intermédiaire. Ça peut être une banque, ça peut être PayPal, vous faites ce que vous voulez. Donc l'idée de Bitcoin, c'était de dire, est-ce qu'il n'est pas possible de payer directement main dans la main entre l'acheteur et le vendeur, sans passer par tous ces intermédiaires qui peuvent ralentir ou qui sont inefficaces, ou, puisque c'est né en 2008 dans une communauté plutôt un peu, on va dire, anard, sans passer par les banques qui font n'importe quoi avec l'argent. Voilà. Bon, il n'y a pas besoin d'être un art pour décider qu'en 2008, il se passait un peu n'importe quoi avec l'argent. Mais bon, voilà, ça c'était le pari de Bitcoin. C'était de dire, est-ce que je peux payer en ligne directement, cash, en pair à pair, sans intermédiaire. Ça a plutôt bien marché. Aujourd'hui, Bitcoin, vous pouvez acheter, vendre des Bitcoins, vendre des choses en Bitcoin. Le nombre de Bitcoin total en circulation, si vous transformez ça en dollars, ça vaut 14 milliards de dollars. Donc ça commence à faire pas mal de choses. Ça, c'était à la fois la première blockchain, et la première application, c'est-à-dire que la blockchain est née pour faire ça à la base, des transactions pair à pair pour échanger de la valeur. Et à partir de ça, on a construit pas mal d'autres choses dont vous allez voir, on peut remonter jusqu'à l'industrie musicale, pour filer mon exemple du début. Une première façon simple d'aborder la blockchain pour comprendre ce que c'est l'idée du livre, qui a été dit hérodite, mais qui marche bien. C'est de dire quoi? On a un livre sur lequel on inscrit des transactions. Okay. Donc, par exemple, dans mon exemple, le 1-8-2009, à 16h, Alice a donné 250 à Bob. Okay. Donc ça, c'est inscrit sur le livre. La particularité de ce livre, c'est qu'on ne peut pas raturer, on ne peut pas réécrire, et surtout si quelqu'un arrache une page, comme les pages normalement sont numérotées, vous allez vous en rendre compte. L'autre particularité de ce livre, c'est qu'il ne va pas y avoir une personne, un bookkeeper qui va garder le livre, vous n'allez pas placer ce bouquin chez un notaire, par exemple, qui sera un tiers de confiance, ou chez un huissier, mais c'est qu'on va distribuer, on va utiliser la foule, c'est-à-dire qu'on va distribuer une copie de ce registre à tout le monde. Donc par exemple, si on fait une blockchain entre nous, chacun d'entre nous va avoir une copie de ce livre, et si demain, moi, j'arrive en disant en fait, Alice n'a jamais payé à Bob, bah, vous pourrez tous sortir votre copie du bouquin et dire ben, si, c'est marqué. Voilà. Donc ça, c'est comme ça. C'est comme ça, en fait, qu'on fait des transactions sur blockchain. Donc, concrètement, à quoi ça ressemble? Oui, on avance un petit peu dans le tech. Ce que c'est fondamentalement, c'est que c'est un registre, c'est-à-dire, c'est une liste de transactions. Donc ça, c'est l'image tout à gauche que vous avez. Les transactions sont regroupées par blocs.
C'est pour ça qu'on appelle ça voilà, une blockchain. Donc vous avez un bloc, dans ce bloc un certain nombre de transactions, Alice a donné à Bob, et vous avez l'heure à laquelle ces transactions ont eu lieu. Ces blocs s'enchaînent les uns aux autres, sont liés les uns aux autres. C'est ce que je disais sur les pages numérotées du livre, c'est-à-dire que si vous enlevez un bloc, vous allez vous en rendre compte sur le bloc d'après. Donc là c'est pareil, les blocs sont liés les uns aux autres, c'est pour ça qu'on appelle ça une blockchain. C'est pas un nom très marketing, mais c'est ce à quoi ça ressemble en fait. Donc vous avez ce registre horodaté. Et ensuite, la particularité, c'est aussi ce que je disais tout à l'heure, c'est que ce n'est pas une base de données centralisée, c'est-à-dire, une fois encore, on n'a pas une personne qui possède ce registre, mais on crée un registre décentralisé. Tout le monde possède un exemplaire du registre qui est mis à jour en pair à pair en temps réel, vous voyez, à droite. Et donc, en fait, on construit ce qu'on appelle une infrastructure décentralisée. Vous n'avez pas un acteur au milieu qui concentre l'information auquel les autres posent des questions. Tout le monde est capable de répondre à la question, puisque tout le monde a les informations du réseau chez lui. Ça va, ça? C'est pas... Ok, donc je continue. Ça c'est la slide la plus moche, mais comme ça vous aurez vu un peu dans le détail ce qu'il y a dans la blockchain. Donc, si je rentre dans un bloc, tout en haut vous avez l'identité, c'est-à-dire c'est un peu le numéro de série unique, on va dire, du bloc précédent, du bloc 89. C'est pour ça qu'on parle de chaîne de blocs, parce que dans le bloc 90, vous avez une petite partie du bloc 89. Vous avez un peu de l'identité du bloc 89. Dans le bloc 88, vous avez un peu de l'identité du bloc 88, etc. Et vous remontez jusqu'au début. Ça veut dire que si je change le bloc 89, ça va se voir sur le bloc 91 parce que le nom du bloc 91 dépend directement des noms des blocs avant. Donc vous avez la liste des transactions, vous avez l'heure à laquelle on a ajouté le bloc au réseau, et enfin vous avez le nom du bloc, le numéro de série unique du bloc, qui dépend de toutes les informations qu'il y a au-dessus. Bon, voilà, ça c'était juste pour que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. C'est quoi les conséquences? Bon, nous on en tire 4, en fonction de la personne que vous avez en face, elle en tire 2, 8, c'est pas... Voilà, bon, partons sur 4. Un, c'est résilience. C'est parce que, par exemple, si on ne dépend pas d'un acteur central, le problème de l'acteur central, vous savez, c'est que si le réseau tombe, si les serveurs du New York Stock Exchange tombent, plus personne ne peut faire des transactions sur la bourse. Okay, ça, c'est clair. C'est parce qu'il y a un acteur centralisé par lequel tout passe. Si demain, vous mettez, je pense à rien, moi, tout le Nasdaq sur blockchain, vous pouvez continuer à faire des transactions, même s'il y a un certain nombre des acteurs qui sont éteints, qui sont coupés. En l'occurrence, même s'il y a un câble qui coupe... je sais pas, dans l'Atlantique, vous avez quand même les transactions en Bitcoin qui vont continuer, même s'il y a une partie du réseau qui est déconnectée du reste du réseau. Ça, c'est ce qu'on appelle la résilience. Désintermédiation, c'est simple, c'est que vous n'avez pas un mec au milieu qui tient le jeu, qui tient les échanges. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que normalement, ça coûte moins cher. Et normalement aussi, on perd moins de pouvoir, parce qu'évidemment, la personne qui est au centre du jeu et qui maîtrise les transactions, il a forcément beaucoup de pouvoir. Intégrité. Je vous ai dit, donc ça c'est un peu lié à la traçabilité. D'ailleurs, on peut remonter l'ensemble. Tout le monde a un exemplaire des transactions. Okay, on peut remonter l'ensemble des transactions qui ont lieu sur le réseau. Ça veut dire qu'on est capable de dire, s'il y a eu modification des données, c'est ça qu'on appelle l'intégrité. Si on a chacun une copie du registre, que moi j'arrive avec un registre qui est différent du vôtre, vous allez me dire, non, c'est notre registre qui fait foi, parce que visiblement c'est le nôtre le bon, puisqu'on est le plus nombreux. Donc ça c'est l'intégrité de la donnée. Et après il y a traçabilité, on est capable de remonter tout ce qui s'est passé sur le réseau et de dire, le temps à telle heure, telle transaction a eu lieu. Voilà. Dernière petite distinction avant de voir des exemples. Aujourd'hui, c'est une distinction qui fait sens. Il y a 1 an et demi, elle ne faisait pas tellement sens. Peut-être dans 2 ans, elle fera plus sens. Mais vous avez une distinction entre blockchain dite publique et blockchain privée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur un réseau comme Bitcoin, l'idée de Bitcoin, c'est de faire des transactions avec des inconnus que vous n'avez jamais vus, à qui vous allez envoyer de l'argent en échange de quelque chose. Ça veut dire qu'il faut que ce soit un réseau super sécurisé, parce que vous passez de tiers de confiance, donc il faut que le réseau soit vraiment de confiance. En l'occurrence, Bitcoin, c'est un truc qui est créé par des paranoïaques, donc c'est très très lourd et très très sécu. Très très lourd, très très sécu, ça veut dire évidemment qu'on ne peut pas faire beaucoup de choses avec. Pour donner un exemple, aujourd'hui, la limite théorique, c'est 7 transactions par seconde, dans le monde entier, sur Bitcoin. Vous ne pouvez pas faire passer plus de 7 transactions par seconde. Bon, évidemment, si vous voulez remplacer, je sais pas moi, si vous voulez faire passer toutes les transactions de France sur Bitcoin, ou même toutes les transactions de Visa qui en traitent je sais pas combien de vingtaines de milliers par seconde, ça ne marche pas sur Bitcoin. Donc, il y a des solutions qui ont été proposées, qui étaient de dire, on va faire ce qu'on appelle les blockchains privées, c'est-à-dire qu'on peut très bien dire, on va restreindre les droits d'accès. Sur Bitcoin, n'importe qui peut avoir un exemplaire du registre. Peut-être que vous n'avez pas envie que tout le monde sache ce qui se passe sur votre réseau. Par exemple, si on fait une blockchain avec chacun d'entre nous on fait une blockchain pour échanger de la valeur, j'en sais rien, moi, on crée une blockchain entre nous, ça sera plutôt une blockchain privée, c'est-à-dire que pour rentrer sur ce réseau, il faudra avoir fait partie de cette conférence. Mais du coup, on a un niveau de confiance accru, parce qu'on se connaît déjà, donc a priori, on va un peu moins s'escroquer. De la même façon, vous avez pas mal de projets aujourd'hui
qui sont en expérimentation, par exemple avec les banques. Nous, ce qu'on a fait à la Banque de France, typiquement, c'est la Banque de France et quelques banques. Normalement, on est dans un niveau de confiance un peu plus supérieur que 2 personnes sur Bitcoin qui ne se connaissent pas. Donc ça veut dire qu'on peut faire beaucoup plus de transactions par seconde, on peut avoir un truc beaucoup plus fluide. Voilà. Ça, c'est une distinction qui est faite. Et donc là, je vous ai mis 3 exemples de blockchain, c'est-à-dire 3 exemples de réseaux pour échanger de la valeur. Chacune a ses règles du jeu différentes, chacune a sa façon de fonctionner. Ok, alors qu'est-ce qu'on fait avec, très concrètement? Il y a 3 types d'applications qui se recoupent un peu, c'est une distinction qui permet un peu de réfléchir à ça. Transaction, registre et smart contract. Transaction, c'est quoi? Ça découle directement du cas d'usage initial. Je vous ai dit Bitcoin, c'est pour envoyer de la valeur, donc on envoie de la valeur. Abra est un phénomène intéressant, c'est le phénomène des remises, c'est-à-dire l'envoi d'argent à l'étranger, qui représente quand même des sommes considérables dans le monde. L'idée d'Abra, c'est quoi? C'est que vous donnez du cash à Abra, Abra le transforme en Bitcoin, les envoie à l'autre bout du monde, les retransforme en cash et les donne à votre interlocuteur. Ce qui est intéressant dans Abra, et la raison pour laquelle j'aime bien cet exemple, c'est que quand vous allez sur le site internet d'Abra, ils vous parlent nulle part de blockchain ou de Bitcoin ou de ce que vous voulez. C'est-à-dire qu'ils ont totalement intégré ça à leur back-office. Ils considèrent, eux, que c'est juste une façon, c'est leur process, quoi. C'est leur façon de fonctionner. Ils trouvent qu'avec Bitcoin, ça va beaucoup plus vite que toutes les chambres de compensation du système bancaire habituel. Avec ça, on envoie de l'argent très rapidement, puisque les transactions Bitcoin, c'est en gros toutes les 10 minutes. On envoie de l'argent très rapidement, donc au lieu d'avoir 3 jours, si vous voulez envoyer de l'argent au Japon, ça prend 10 minutes. Et en plus de ça, vous avez des frais beaucoup plus réduits. Ça, c'est l'exemple, je dirais, numéro 1. C'est pour ça que la blockchain a été conçue à la base. L'exemple numéro 2, c'est le registre. Puisque vous avez un truc qui est partagé entre nous tous, sur lequel on peut faire de la traçabilité, et sur lequel, a priori, on ne peut pas modifier les données. Donc en fait, on a un registre un peu natif qui se crée. Et un des premiers sujets qui a été saisi, c'est la traçabilité des diamants. Vous savez qu'il y a beaucoup de problèmes sur les diamants, ça représente des sommes considérables, il y a de la fraude à l'assurance, il y a des problèmes de diamants de sang, etc. Donc la question c'était de dire, est-ce qu'on ne peut pas faire un registre où on recense tous les diamants et où on sait à qui appartient quel diamant? Comme ça on est capable de tracer. Donc c'est ce qui a été fait sur cette blockchain. Qu'est-ce qui se passe? Chaque diamant est identifié par un numéro de série unique. En fait, vous prenez le diamant, vous prenez une quarantaine de caractéristiques, le poids, nombre de facettes, taille, etc., lieu d'extraction. Vous en tirez un numéro de série unique, exactement comme vous avez un numéro de série unique pour certains sacs à main de luxe ou pour des voitures. Et ensuite, vous entrez dans la blockchain ce numéro de série unique, c'est-à-dire que vous créez un actif numérique qui correspond au diamant physique. Ensuite, vous vous assurez que le propriétaire du diamant physique a aussi sur son compte, c'est-à-dire sur le réseau blockchain, le titre de propriété du diamant. Et après, lui, il est libre, quand il vendra le diamant physique, de transmettre aussi le titre de propriété numérique. Pourquoi c'est intéressant? C'est que du coup, évidemment, si moi demain j'arrive avec un diamant enregistré sur Everledger et que je ne suis pas capable de vous prouver que j'ai le titre de propriété numérique, plutôt que d'avoir des papiers qui sont visiblement fake, voilà. Donc j'ai un titre de propriété numérique où je peux prouver que je le possède bien. Alors derrière, ça veut dire que si moi je ne suis pas capable de le prouver, je l'ai volé a priori, ce diamant, donc là vous me dénoncez ou vous me faites faire une grosse réduction. Ça dépend du degré d'honnêteté. Everledger, ils ont enregistré des centaines de milliers de diamants, ils étaient à 300 000 la dernière fois que j'ai regardé, mais ça date. Et ils bossent avec des choses, des gens comme Interpol, c'est sûr, mais aussi des gens comme Amazon ou eBay, parce que ça les intéresse beaucoup de pouvoir faire la preuve en ligne, à distance, que je possède bien ce diamant. Donc là, c'est la notion de registre. Elle est intéressante parce qu'en fait, elle est déclinable pour pas mal de choses. Ah oui, ça c'était juste un petit point sur c'est quoi le numéro de série unique, comment ça fonctionne. Vous imaginez bien que là, on ne va pas entrer dans la blockchain la photo du diamant et l'ensemble, voilà, parce que ça, c'est des choses qui sont lourdes. Comme la blockchain, on duplique toutes les informations. Ce qui passe, c'est qu'on crée un numéro de série unique. Ce numéro de série unique, il y passe, comme ça vous le saurez, par une fonction de hash. Donc une fonction de hash, c'est une fonction où vous rentrez n'importe quoi et ça vous sort toujours une chaîne. Là, ça doit être 64 caractères. Voilà, donc vous voyez, Grand Paris c'est chouette. Grand Paris c'est chouette avec un point d'exclamation, ça donne un truc complètement différent. Et tout ce PowerPoint que j'ai haché aussi, ça donne un truc complètement différent, mais ça fait toujours la même taille. Voilà. Donc ça, c'est juste comment est-ce qu'on obtient des numéros de série unique. Ça veut dire aussi que quel que soit le nombre de dimensions, c'est-à-dire soit le nombre de caractères, soit la taille du fichier, soit même un diamant, ça a 40 dimensions, dans l'exemple d'Everledger, vous arrivez à un numéro de série unique. Autre exemple de registre, Bitland au Ghana, donc eux, ils enregistrent les titres de propriété sur blockchain. À quoi ça sert? C'est que vous n'avez pas de cadastre là-bas, puisque les rares fois où sur injonction du FMI, ils ont essayé d'en mettre un en place, il y a eu des fonctionnaires un peu mal intentionnés qui ont barré les noms des gens et qui ont rajouté le leur à la place. Donc Bitland, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils enregistrent sur blockchain les titres de propriété en disant un tel possède telle terre. Voilà. C'est la terre étant identifiée par les coordonnées GPS. L'idée, c'est de créer donc ce titre de propriété et de
créer une infrastructure qui n'existait pas avant. Potentiellement, on pourrait faire ça en France. Vous avez la Suède, par exemple, qui expérimente ça, de basculer une partie de son cadastre sur blockchain. Mais bon, en fait, la différence fondamentale avec le Ghana, c'est que nous, on a des tiers de confiance, qui sont les notaires, en l'occurrence, qui on peut leur reprocher tout ce qu'on veut, mais ils font le job, alors qu'au Ghana, il n'y avait rien. Donc c'est beaucoup plus... le cas d'usage, il est immédiat dans le cas du Ghana. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas d'infrastructure, donc vous passez tout de suite à l'infrastructure blockchain, c'est facile. Alors que dans le cas de la France, il faut enlever toute l'infrastructure existante pour mettre en place une blockchain. Je ne suis pas sûr que, vu le coût humain, politique et financier, ça soit vraiment rentable. Voilà, ça c'est juste un exemple. Ça va jusqu'ici? Troisième dimension, donc on avait les transactions, après le registre, maintenant les smart contracts. C'est quoi smart contracts? C'est juste des transactions préprogrammables, on va dire, pour faire simple. Si ceci se passe, alors la transaction a lieu. Je vous donne un exemple morbide, en l'occurrence. Si un tel est décédé, alors cette transaction a lieu. Donc on fait une assurance vie, si vous voulez. Sur blockchain. Donc comment ça marche? On écrit un smart contract qui dit si un tel est décédé, alors tout l'argent du smart contract est viré à cette personne. Vous avez ce qu'on appelle un oracle, qui est en fait un petit logiciel qui fait le lien entre la blockchain et le reste du monde, qui va aller piocher dans une base de données de référence, en l'occurrence la Jira, et qui va vérifier si un tel est décédé. Et si jamais un tel est décédé, si jamais ça apparaît sur la base de données, l'oracle va, ce qu'on appelle trigger, va envoyer une notification au smart contract et le smart contract va se déclencher. Voilà. Et donc en fait, vous faites de facto l'exécution testamentaire sur blockchain, automatisé. C'est-à-dire que, contrairement à ce que le nom pourrait faire penser, c'est pas vraiment un contrat comme on peut l'entendre, mais ce qui est certain, c'est que c'est l'exécution des clauses d'un contrat, ça c'est certain, et ça fonctionne bien. Autre exemple, vous voyez que c'est toujours la même chose, hein, le même slide, j'ai rien bougé. Contrat d'assurance Insurette, c'est des assurances de vol. Mon avion est en retard, alors je suis remboursé. Okay, ça c'est simple, toujours. Hein. Si ceci se passe, alors la transaction a lieu. La plupart des gens ne se font pas rembourser. Enfin, c'est 40%, je crois, des gens qui ne sont pas remboursés, même s'ils ont souscrit l'assurance. Parce que derrière, on se dit, mais déjà, il y a de la paperasse, ensuite, jamais les mecs vont nous rembourser, ils n'ont jamais un bon numéro de code, ça ne sera jamais de leur faute, etc. Bon, là, vous faites un contrat d'assurance. Hop, vous avez un oracle qui va piocher dans la base de données, par exemple, d'Aéroport de Paris, si vous considérez que c'est la base de données de référence. Vous pouvez aussi avoir plusieurs bases de données. Et si les trois disent la même chose, alors vous lancez le smart contract. Et ensuite, hop, l'assuré est remboursé. Insurette, il y en a plusieurs d'ailleurs qui font ça. Hein. Ça marche déjà, vous pouvez l'utiliser sur un certain nombre de vols. Voilà, donc ça c'est assez intéressant parce que vous comprenez bien que derrière il y a plein d'impacts, notamment sur l'assurance, ce qui explique que les assureurs soient les premiers à s'y être intéressés. Tout ce qui est assurance indicielle, s'il ne pleut pas dans cette région, pendant plus de 2 semaines, alors j'ai de l'argent qui tombe sur mon compte, Météo France, base de données de référence, et on met des smart contracts. Vous voyez, ça va assez vite. Et du coup on arrive à la musique. Alors, si on met les 3 cas d'usage que je vous ai dit, transaction, registre et smart contract, si on se projette un tout petit peu dans l'industrie musicale, on peut comprendre très vite de quoi il en retourne. Par exemple, je peux très bien enregistrer du droit d'auteur sur blockchain, tout de suite. D'ailleurs, il y a des choses... c'est Ascribe qui permet de faire ça. Oui, il est en bas, effectivement. Vous pouvez enregistrer sur Ascribe, PDF, une photo, quelque chose comme ça. Ascribe vous dit, bah, c'est bien, vous avez bien proposé à Ascribe ce PDF à telle heure, tel jour, c'est ancré dans la blockchain. Si dans 10 ans, vous avez besoin de revenir et de dire, bon, bah, moi, j'avais en ma possession ce document, le temps à telle heure, la preuve, il y a le hash de ce document dans la blockchain avec ma signature. Voilà. Donc ça, c'est propriété intellectuelle. Ensuite, vous greffez du paiement du smart contract, c'est-à-dire que vous pouvez très bien dire, vous pouvez, comme compte faire Imogen HIP, en l'occurrence, c'est de dire, si on utilise une de mes œuvres, par exemple, si on passe une de mes œuvres à la radio, alors j'aimerais être payé, donc là, bah, je fais un smart contract, hein. C'est-à-dire que je vais cliquer, et ça va envoyer, texto, l'argent directement sur mon compte. Ça, c'est le niveau 0, enfin, c'est le niveau de transaction, quoi. On met juste en place des transactions automatiques sans intermédiaire et où vous soyez dans le monde. Donc c'est quand même assez pratique. Imaginons que c'est une radio, je sais pas, japonaise qui passe celle d'un artiste américain, c'est quand même beaucoup plus facile que de passer par les canaux habituels, si vous connaissez un peu les canaux habituels. Et après, la troisième application, c'est celle qui est la plus sympa, c'est de dire, ok, mais puisque je peux faire un type de transaction, je peux peut-être faire plein de types de transactions, c'est-à-dire je peux programmer une transaction pour l'écoute en boîte de nuit, une transaction pour l'écoute en radio, une transaction pour si on veut que les élèves au conservatoire jouent ma musique. Vous pouvez fixer vous-même les montants des transactions, et puisque c'est de toute façon des transactions programmables, vous pouvez très bien dire, sur telle transaction, alors il y a 20% qui vont aux musiciens, 15% aux producteurs, 17% qui va, je ne sais pas, aux paroliers.
Voilà. Et vous faites ça pour chacune des transactions. C'est-à-dire que chaque fois que quelqu'un va envoyer de l'argent au smart contract, qui veut dire une écoute en boîte de nuit, automatiquement, ça va être divisé en, comme le smart contract a été écrit, entre les tenants enfin entre les personnes prévues dans le smart contract. Voilà. Donc ça, c'est pour vous montrer un peu une illustration de comment les trois relations peuvent s'imbriquer. Donc il y a pas mal de gens qui sont lancés sur le sujet. Hein. Vous avez Muse, Ujo Music, etc. Il y a un article sur notre site qui reprend tout ça, si vous voulez, qui est assez bien fichu. Je vous ai mis un autre exemple assez marrant. Cinereo, c'est les réseaux sociaux sur blockchain. C'est Facebook sans Facebook, puisqu'on désintermédie. Hein. Donc on peut faire Facebook sans Facebook, théoriquement. C'est quoi l'idée? C'est que chaque fois... c'est assez marrant, chaque fois que je publie du contenu, s'il est bien liké, s'il est bien partagé et qu'il est partagé au-delà de mon cercle habituel, c'est-à-dire par exemple, si ma maman like tous les posts, ça fait pas spécialement de points, mais par contre si c'est quelqu'un que j'ai jamais vu de ma vie, ça fait des points, je gagne des points, des Cinereo, je crois. Je ne dois pas dire de bêtises, mais ça doit être quelque chose comme ça. Des points Cinereo que je peux ensuite utiliser pour booster d'autres publications, pour avoir accès à un contenu spécifique, etc. Donc c'est une sorte, c'est un mélange, c'est un nouveau réseau social qui met à la fois les dynamiques habituelles de réseaux sociaux et puis qui mêle aussi l'économie de la réputation. C'est-à-dire que si j'emmagasine des Cinéréos à fur et à mesure que j'ai une audience qui performe. Et ça, vous pouvez très bien le piloter sur blockchain. Voilà, donc là, ils ont prévu de release la version alpha en début d'année. Bon, on l'attend toujours, hein, mais ça c'est classique aussi dans la blockchain. Ok, très rapidement, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Ça, mais je pense que Jean-Baptiste va vous en parler. Donc il y a plein d'autres applications sympas avec l'Internet des objets, les données critiques, le cloud. Donc je ne vais pas m'attarder là-dessus. Pour moi, à mon sens, des trucs comme l'Internet des objets, par exemple, c'est là que blockchain va vraiment donner toute sa pleine mesure. Il y a plein d'applications super intéressantes. Par exemple, c'est simplement la question. On vous dit Internet des objets, il va y avoir des devices partout. Ok, mais on vous explique jamais comment les devices vont échanger de la valeur. Est-ce qu'ils vont remonter l'information à leur serveur central, un chez IBM, l'autre chez Renault, par exemple, vous avez un qui tient la porte de garage et l'autre la voiture, est-ce que ça remonte dans chaque serveur et puis vous imaginez que les serveurs vont communiquer entre eux, sachant que que ces grosses boîtes n'arrivent déjà pas à dialoguer et à se mettre d'accord entre elles, comment est-ce que leurs devices ils vont arriver à se dialoguer et se mettre d'accord entre eux? Donc peut-être que s'ils passent par une blockchain, ça sera plus simple. Voilà, ça c'est juste pour ouvrir la perspective. Au niveau des limites et des défis de ce qui reste à faire, vous avez la scalabilité, c'est-à-dire le passage à l'échelle. Je vous ai dit tout à l'heure, Bitcoin, 7 transactions par seconde, c'est complètement insuffisant. Donc en fait, le nombre de transactions par seconde est une question, la gouvernance est une question. Vous imaginez bien, par exemple, si on fait une blockchain entre chacun d'entre nous, on se dit on va faire une blockchain pour être capable d'échanger de la valeur entre nous sans intermédiaire, a posteriori. Cette valeur, ça va être aussi, je sais pas, on va dire en des euros, par exemple. On crée un livre de compte labellisé en euros et on échange de la valeur. Au début, on va peut-être arriver à se mettre d'accord sur quelles sont les règles du jeu. Le problème, c'est que quand il y en a 3-4 qui vont vouloir partir, puis on va vouloir faire rentrer d'autres personnes, etc., que la composition va jouer, ou alors que notre réseau va prendre beaucoup d'ampleur et qu'on va avoir besoin de faire beaucoup plus de transactions, il va falloir faire évoluer les règles du jeu. Sauf que, évidemment, comme on n'a pas d'acteurs qui centralisent tout, comment on prend les décisions? Pas évident. Sur Bitcoin, les problèmes de scalabilité, il y a plein de solutions pour régler le nombre de transactions par seconde sur Bitcoin, mais le problème c'est que personne n'arrive à se mettre d'accord sur laquelle mettre en place. Donc la question de la gouvernance, elle fait aussi partie de cette dimension de passage à l'échelle. User experience, c'est la question de dire qu'est-ce que... c'est un truc qui est développé par des geeks, que ça n'intéresse pas forcément de travailler sur la partie utilisateur, c'est-à-dire que l'utilisateur s'amuse bien. Donc après... il faut arriver à être capable d'embarquer suffisamment l'utilisateur. C'est pour ça que j'ai mis Abra au début, c'est-à-dire limite la blockchain aura réussi quand on parlera plus de blockchain, quoi. Donc quand on parlera juste d'interface utilisateur, etc. Il y a aussi une question de qui attire les bons développeurs, parce qu'évidemment entre Bitcoin, Ethereum et les autres protocoles, il y a une guerre pour dire faites les applications. Typiquement Ujo Music, c'est fait sur Ethereum, mais il y a bien des blockchains qui aimeraient bien que ça se fasse chez eux, quoi. Et enfin l'évolution de la régulation, mais ça je le laisserai parce qu'il y aura un petit zoom là-dessus. Il y a pas mal de questions qui se posent sur ces sujets-là, c'est assez intéressant. La plupart des avocats s'arrachent un peu les cheveux là-dessus, d'ailleurs, c'est assez rigolo. Enfin, ça les oblige à s'intéresser aux sujets digitaux que jusqu'à présent ils snobaient un peu. Voilà, c'était un peu le tour d'horizon. J'espère que c'était bien, que je suis bon dans le timing. Super. Merci Antoine. On peut déjà l'applaudir une première fois, effectivement. Alors, on a gardé du temps pour les questions. Donc là, en progressant dans la matinée, on va avoir des présentations qui seront de plus en plus spécialisées vers l'audiovisuel. Là, on reste sur des présentations génériques. Donc surtout, n'hésitez pas à poser vos questions maintenant. On va faire monter des micros pour que la question soit enregistrée. Voilà, on a le temps pour les questions. Donc, est-ce qu'il y en a un premier qui est prêt à se lancer? Oui, une première.
Oui, bonjour, merci pour cette présentation. Est-ce que vous pouvez revenir à la slide où vous parlez de la musique? Je peux. Hop. Voilà. Alors en fait, ce que j'ai pas bien compris, c'est en quoi la blockchain était nécessaire à vos scénarios 2 et 3. On a l'impression que ça pourrait être fait d'une manière traditionnelle. Alors, en fait, ça pourrait être fait d'une façon traditionnelle. C'est vrai qu'à chaque fois, par exemple, que vous pourriez avoir une plateforme sur laquelle chaque auteur met son RIB, par exemple, et où vous dites, bah, faites un virement bancaire à chaque individu. Mais en fait, la question du RIB, elle est un peu, comment dire, la blockchain va beaucoup plus loin parce qu'en fait, si on reste juste au stade purement transactionnel, le premier, effectivement, c'est assez pourri, c'est-à-dire, enfin, le numéro 2, c'est-à-dire juste envoyez-moi de l'argent, parce qu'envoyer de l'argent, on sait déjà le faire par d'autres moyens, ça c'est clair. Même si les virements internationaux sont pas si évidents que ça, en réalité. Ça peut prendre du temps, ça peut être complexe, et il peut y avoir des frais aussi, en fonction de combien vous envoyez. Sur la blockchain, il n'y a pas de frais quasiment. Enfin, c'est des tout petits fees fixes. Sur Bitcoin, en ce moment, c'est 10 centimes pour une transaction. Vous pouvez envoyer 10 millions de dollars en Bitcoin, ça coûtera 10 centimes, que vous l'envoyez au Japon ou en Transylvanie. Ce qui est plus intéressant, c'est l'exemple 3, c'est-à-dire faire des transactions préprogrammées où je suis capable de dire vous avez 25% qui vont à telle entité, 17% qui vont à telle personne, 5% qui vont à je ne sais pas quelle ONG, parce qu'en fait ce morceau a aussi été conçu pour aider les ONG, etc. Et en fait, ça veut dire que la personne qui envoie l'argent, elle n'a pas à se soucier où elle n'a pas à se soucier, elle, soit d'envoyer une fraction de la somme à chacune des entités, ou alors le réceptionnaire, lui, n'a pas à faire le back-office de programmer à chaque fois qu'il reçoit l'argent, ensuite d'effectuer les virements correspondant à chacune des personnes. Surtout qu'en plus, il y a des frais à chaque fois. Donc là, vous faites le mouvement en une seule fois. Et après, vous pouvez imaginer pas mal de trucs. Et donc là, je fais le lien un petit peu avec l'Internet des objets, mais vous pouvez très bien imaginer des applications type Shazam où vous pluguez dans les boîtes de nuit un truc qui enregistre, qui repère ce qui se passe et qui fait partir les transactions automatiquement, en fait, qui trigger les transactions. C'est-à-dire à chaque fois qu'on reconnaît le morceau, alors automatiquement, la transaction se fait. Ça fait gagner du temps à tout le monde et vous n'avez même pas besoin d'avoir des gens qui s'occupent de cette partie paiement. Donc voilà, ça c'est aussi, faut aussi arriver à avancer. Ce qui est intéressant aussi, c'est que là, vous créez une plateforme sur laquelle tout le monde peut se mettre et sur laquelle l'artiste fixe lui-même les conditions, ou les artistes fixent eux-mêmes les conditions de paiement, comment est-ce qu'il les... Comment c'est réparti, combien ça coûte, est-ce que je fais un smart contract différencié pour l'utilisation en boîte de nuit, en radio, ou quand c'est, est-ce que je fais des utilisations gratuites, etc. Donc, oui, de façon générale, il y a peu de choses que la blockchain peut faire qui ne soient pas faisables par d'autres systèmes. Sauf peut-être Bitcoin, c'est-à-dire l'idée vraiment fondamentale de je fais une transaction avec vous sans se connaître, sans intermédiaire. Ça, la blockchain le fait, sans intermédiaire, c'est vrai. Mais par contre, il faut regarder au cas par cas. Est-ce que la blockchain va plus vite, coûte moins cher et plus transparente aussi, parce que la transparence c'est clairement une question dans ces idées-là, c'est-à-dire que là on est capable de dire bon ben voilà le virement a bien eu lieu quoi, et tout le monde peut constater oui que le transfert d'argent a été fait. Après voilà, moi je suis pas spécialiste de ces questions, mais c'est juste pour vous donner un petit peu des idées sur à quoi ça sert. Je sais pas si j'ai répondu à la question. Oui, bonjour, Bruno Bouteleux. Je suis directeur de l'ADAMI, une société de gestion collective. Donc les solutions comme la blockchain, évidemment, nous intéressent énormément. Moi, j'ai une question pour rester sur cette diapositive. C'est la question du tarif. De ce que je comprends du système que vous proposez, c'est que finalement, il y a une liberté qui est redonnée à l'artiste, c'est qu'il fixe lui-même son tarif. Sauf que la musique ou l'audiovisuel, parce que ça peut aussi concerner l'audiovisuel, ou tout type d'œuvre qu'il va mettre à disposition, va s'adresser à des utilisateurs qui ont un modèle économique qui a besoin de faire un peu de prévision. Si je décide de programmer tel artiste, il va falloir que pour chaque artiste, je sache quel est le tarif qu'il pratique. Le modèle actuel, qui est celui de la gestion collective, il présente au moins un avantage, c'est qu'il y a un barème pour tout le monde. Qu'on s'appelle en musique Jean-Jacques Goldman ou Bernard Dupont, jeune artiste parfaitement inconnu, le prix, c'est le même. Et au moins, ceux qui peuvent exploiter la musique savent très bien
du coup faire des prévisions économiques qui leur permettent de savoir si leur propre modèle économique il est viable. Est-ce qu'avec le modèle que vous proposez, à un moment, on ne met pas plus, sous couvert de donner de la liberté à l'artiste, plus d'insécurité dans le modèle économique, parce que ceux qui vont diffuser, par exemple, la musique, vont avoir énormément de mal à faire leurs prévisions économiques et finalement à savoir combien va leur coûter la diffusion de 24 heures de musique, par exemple. Oui, oui, complètement d'accord. Alors, ce n'est pas du tout la solution que je propose, hein. Je vous expose là ce qui est en cours de développement. Moi, je n'ai pas du tout ni de part ni d'investissement dans les jeux musique. Effectivement, il faut bien voir d'où ça vient culturellement. C'est-à-dire que culturellement, effectivement, il y a cette notion de liberté qui est ultra importante et de libre fixation, libre transaction. C'est redonner le pouvoir. Si vous allez un peu sur leur site internet, vous voyez un peu la communication qui est faite. C'est redonner le pouvoir à l'artiste. Comme Bitcoin vous dit, reprenez en main votre argent. C'est ça la promesse. Donc là, derrière, c'est effectivement de dire l'industrie musicale fonctionne, mais il y a des dérives et il y en a certains. Il y a des intermédiaires qui s'en mettent plein les poches au détriment des artistes. C'est ça, en tout cas, leur communication. Reprenez le pouvoir. Après, la question justement de est-ce qu'il faut aller dans une fixation, une liberté totale des prix, moi ce que ça m'évoque, une fois encore sans être spécialiste de votre question, c'est un peu, ça pourrait être typiquement le domaine, moi ça m'évoque, je viens de famille de médecins, le domaine médecin, c'est-à-dire que on pourrait très bien dire, il y a des artistes qui respectent des grilles, voilà, des grilles entendues, puis il y en a qui seraient hors convention, enfin j'en sais rien, mais on pourrait très bien imaginer un système comme ça, et sur une plateforme comme YouJo Music, vous avez un référentiel qui dit, bon ben, voici ceux qui suivent la convention collective tant, et ceux qui ne la suivent pas, et donc là il faut aller voir au cas par cas. Mais c'est clair que ce mouvement-là, comme d'ailleurs c'est pas que de la blockchain, c'est l'ensemble du numérique, va beaucoup on va vraiment sur tailor-made, donc c'est vraiment du cas par cas, chacun qui reprend un petit peu son individualité. Après, ça veut dire derrière pour les distributeurs, ça veut dire pour les gens qui arrivent ensuite, d'arriver à s'adapter à cette tailor-made, quoi. Donc effectivement, à mon sens, c'est si ce mouvement prend et que c'est une revendication accrue des artistes, etc., il faudra se poser la question, comment est-ce qu'on s'adapte à ça quand on est en derrière, quoi, en aval de chaîne, c'est sûr. Oui, bonjour, Philippe Leranchet du magazine Écran Total. Juste une question, la blockchain, bon, on ne connaît pas qui à l'origine du Bitcoin. Bon, donc du coup, je dirais, cette trust machine, comme disait le Time, enfin cette machine à confiance ne peut fonctionner que s'il y a une confiance qui est partagée et que chacun accepte de venir dans le système parce qu'il a confiance dans le système. Donc comment avoir confiance dans un système dont on ne connaît pas l'origine, si ce n'est de l'ordre de la croyance? Enfin, il y a des précédents dans l'histoire, hein. Vous prenez la Bible, on ne sait pas vraiment qui l'a écrit, et pourtant il y en a plein qui y croient. Donc, est-ce que quelque part, vous n'êtes pas une sorte d'évangéliste qui nous demande de croire en quelque chose, parce que d'un point de vue de la raison stricte, il y a quand même un certain nombre d'inconnus, notamment sur l'origine de ce dispositif. Oui, non, mais c'est une bonne question. Alors moi, je ne suis pas évangéliste parce que j'ai un set de slides totalement différent si je voulais absolument vous convaincre que la blockchain, c'est votre vie et que vous devriez définitivement investir là-dedans. Mais en revanche, c'est vrai qu'on ne connaît pas la personne qui a inventé la blockchain. Alors inventer, c'est un grand mot parce qu'en fait, la plupart des briques technologiques de la blockchain, ça existe déjà depuis 20 ans. C'est juste l'assemblage qui est ingénieux. C'est ça qui est nouveau. Le base de données distribuée, smart contract et tout, c'est des trucs qui ont été inventés dans les années 90. Donc l'assemblage est nouveau. La personne qui a proposé, ou les personnes d'ailleurs qui ont proposé cet assemblage, ne sont pas connues dans le cas de Bitcoin. La réponse que vous ferez à un Bitcoiner, c'est de vous dire, en l'occurrence sur Bitcoin, c'est relativement vrai. Vous n'avez pas besoin d'avoir confiance. Pourquoi? Parce que tout est en clair. Vous pouvez aller voir tout. Vous pouvez aller voir tout le code, vous pouvez voir tout ce qui se passe sur le réseau. Vous savez exactement en temps réel qui fait quoi sur le réseau, ce qui a été proposé comme évolution, et vous pouvez retracer l'historique du truc. Quand on vous vend un produit, je ne sais pas qui vous vend un produit, qui vous dit faites confiance à mon produit, il va vous apporter plus 30% et que vous n'avez pas le droit d'aller voir dans le code, là, il faut le croire sur parole. Vous ne savez pas s'il n'y a pas une backdoor derrière pour infiltrer votre système, etc. Sur Bitcoin, transparence totale. Mais parce que je vous ai dit, c'est un réseau de paranoïaques. Donc en fait, l'idée, c'est que moi, individu, je reprends le contrôle et je suis donc capable d'aller tout voir. Mais du coup, cette promesse, je dirais, elle a aussi son contrepartie fausse, et c'est pour ça que je ne suis pas un bitcoiner maximaliste, c'est de dire, ok, mais moi, individu qui n'est pas le niveau de développeur suffisant pour aller voir, je suis obligé de faire confiance à d'autres personnes. Voilà. Donc ça, effectivement, il y a une notion de confiance. Sur Bitcoin, ça fait 8 ans que ça tourne, et il y a des dizaines de milliers de personnes qui sont intéressées au code, donc vous pouvez... ou pas, avoir confiance effectivement dans le système. La question, en fait, c'est pas la confiance absolue, c'est-à-dire 100%, c'est plutôt de comparer au système existant.
Donc entre un système où on vous dit très prosaïquement, voilà ce qui se passe sur le réseau en temps réel, voilà quelle est la création monétaire, voilà où partent les flux, et un autre système où on vous dit quand monsieur décide d'envoyer une bombe sur tel pays, on imprime une planche à billets pour se payer la prochaine, par exemple. Et ensuite, on fait transiter ça par des chambres de compensation qui, si vous connaissez un peu SWIFT, le système interbancaire, c'est un véritable gruyère. Enfin, il y a des dizaines de millions qui disparaissent comme ça. On n'en parle pas trop, mais enfin, je veux dire, Bitcoin, il n'y a jamais eu une perte de Bitcoin sur le réseau, j'entends. Après, il y a des gens qui se sont fait piquer de manière que vous pouvez vous faire piquer votre portefeuille dans la rue. Mais donc, la confiance, effectivement, la confiance à 100% absolue, elle existe que si vous êtes capable, vous, d'aller voir dans le détail du code. Et après, si je bascule sur les autres protocoles, les protocoles dits open source, c'est-à-dire où tout le code est en clair, typiquement Ethereum, là encore, vous êtes capable d'aller voir. Et là, pour le coup, on sait qui développe ça. C'est-à-dire que vous avez Vitalik Buterin qui a inventé Ethereum, etc. Vous êtes capable, vous, de voir les profils qui le développent, etc. Et après, il y a une troisième catégorie qui sont des applicatifs ou des blockchains qui sont développés par des acteurs qui ne veulent pas mettre le code en clair, parce qu'évidemment, ils ont leur business model qui repose là-dessus. Et donc là, effectivement, vous faites confiance à quelqu'un. Mais bon, là, j'ai envie de dire, c'est business as usual de faire confiance à quelqu'un là-dessus.